on se réveille, on est près d'elle. Au quotidien, on la regarde. Alors moi, la Loire, c'est une grande dame capricieuse pour moi. Écho de nos valeurs. Libre, elle est libre. On fait qu'à sa tête, voilà. Et c'est ça qui est sympa. C'est une rebelle. Je suis Delphine et nous partons en exploration dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. On s'y sent vraiment bien sur l'eau, on se sent un peu libre. Je vais découvrir et rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre l'écho de nos valeurs. C'est là où j'ai rencontré mes premiers castors, où j'ai fait mes premières pêches, où on a mangé notre pêche. Et nous partons à la rencontre de la Loire. Nous allons passer une journée à ses côtés, du matin jusqu'au soir. Alors là, on est plutôt paresseuse, il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment, mais elle peut se montrer parfois un peu plus colérique et c'est ça qui est sympa, c'est qu'elle change tout le temps. 1, 2, 3, à la rencontre des Ligériens. Et je démarre cette journée au café où je rencontre Guillaume et Virginie, attablés, en train de boire un petit canon, vue sur la Loire évidemment. Ça, c'est le rituel quand même, il faut savoir aussi. Sur Montsoreau, tous les dimanches, tous les gens sont en terrasse et puis on prend les huîtres au marché, on va s'installer aux terrasses des cafés et tout le monde chine avec tout le monde. Voilà. Et c'est hyper convivial. Face à la Loire. Face à la Loire. Bah oui, c'est la reine, celle qui rythme ça. En fait, être ligérien, c'est aimer la Loire et c'est aussi l'observer, la scruter, la craindre parfois, l'aimer démesurément. C'est le baromètre de leur vie. Et puis être ligérien, c'est faire parfois les plus beaux sites de France et te dire bah ouais, c'est joli, mais il manque quand même la Loire, quoi, tu vois. C'est un peu ça être ligérien. Selon les saisons, selon la météo, selon les pluies qu'il y a eu en amont, elle change. Et tous les jours, elle change. Et c'est ce qui est absolument surprenant. Elle peut être grise parfois, elle peut être bleue étincelante à d'autres moments. C'est les nuages, la luminosité, les tons rougeâtres qui peuvent apparaître parfois, les îles, les couchers de soleil, les îles qui se dénudent au gré d'une journée. Ces choses-là qui sont... elle est charnelle, la Loire. Voilà. C'est un joli corps de femme ou d'homme, peu importe, mais elle est charnelle. Chiner pour dire... Ouais, on chine à la Loire. À la Loire, Voilà. Et là, le long de la Loire, je croise Emmanuel. Nous, on a un bateau depuis plus de 20 ans. Et ce bateau, avec ce bateau, on a eu plein d'aventures sur la Loire avec nos enfants. Et auquel on a mis une voile, un mât et un bout de torchon. On dit ça dans le coin, en fait. On met un bout de torchon. Voilà. En fait, c'est une jolie voile. Carrée, une voile carrée. On appelle ça une voile carrée alors qu'elle est rectangulaire. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et donc, on a depuis très longtemps un bateau, un futreau. Depuis très longtemps, on habite au bord de la Loire. Quand elle est très forte, qu'elle est en crue, mais c'est incroyable. Donc il y a ce moment-là où elle est très forte, c'est très impressionnant, ça charrie, il y a des énormes, on appelle ça des crocodiles ici, des énormes arbres en fait qui sont transportés par la Loire, c'est très impressionnant. Et puis après il y a un moment de calme, et dans ce moment de calme, c'est absolument magique parce qu'il y a une sorte de silence très fort. Parce qu'il y a une masse d'eau très importante d'un seul coup qui a rempli l'espace. Ça fait une ambiance sonore très particulière et ça c'est des moments magiques. Voilà. Et donc ce matin-là où on est parti, on a pris le bateau qui était en fait amarré à notre grille parce que l'eau était montée jusqu'à la grille. Et on est parti en bateau, ça c'était vraiment magique. Je me sens très émue quand tu parles de la Loire et il y a beaucoup d'émotions. Mais oui. Et je pense qu'en fait tous les gens du coin, alors les gens du coin qui sont là depuis toujours, il y a une sorte d'évidence de cette présence. Les gens qui s'installent dans le coin, Enfin, nous, on a des voisins qui sont là, qui ne sont pas forcément du coin, qui viennent s'installer, qui passent 2 mois par an, 6 mois par an. Mais c'est toujours la Loire dont ils parlent, en fait. Et donc, le village est très beau, on a la chance d'un endroit très joli. Mais ce qui attire le regard, ce qui attire, en fait, les gens ici, c'est cette rivière-là, ce fleuve qui a cette force-là, cette douceur-là, ces nuances-là qui sont fascinantes, en fait. Je pense que ça fascine. Lorsqu'on est au milieu de l'eau, en fait, on a une perception du fleuve qui est tellement différente, tellement forte, comme quand on nage dans l'eau, d'ailleurs, c'est pareil. Mais, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, cette expérience de la Loire, elle est très forte quand on est sur l'eau, quand on est au ras de l'eau. J'observe la Loire depuis la rive, mais le meilleur moyen de la découvrir, c'est encore d'aller sur l'eau.
Je retrouve Léa qui me promet un voyage sur un bateau un peu spécial au niveau de la Confluence et à la découverte de 2 des plus beaux villages de France. Bonjour. Alors moi c'est Léa Minier, je travaille au CPIE, Touraine Val-de-Loire et donc on va aller faire une petite balade sur le fleuve, sur la Loire, enfin ici à Caen sur la Confluence, vraiment entre la Vienne et la Loire, donc sur nos bateaux traditionnels. Souvent les gens me disent « Oh c'était reposant, c'était calme, c'était agréable ». Ouais, c'est vraiment ce côté, comme on est sur une rivière en plus où il n'y a pas beaucoup de navigation non plus, on n'est pas énorme, on n'est pas très nombreux à être sur le secteur, donc du coup ils ont un peu l'impression que c'est rien que pour eux qu'on fait ça, donc c'est un moment un peu particulier, quoi. Voilà, c'est ça, privilégié. Ouais. De toute façon pour l'instant je vais démarrer le moteur, je vais enlever les amarres et donc et l'ancre et puis après... Donc là, c'est les cordes, comment t'appelles ça? C'est les amarres. Les amarres. Alors on parle pas de corde sur un bateau, ça porte malheur. Sur un bateau, la seule corde c'est la corde de la cloche ou celle du pendu. Ok, je retire ce que j'ai dit là. je veux qu'on revienne saine et sauve. On est parti? C'est parti. C'est un oiseau migrateur vraiment spécifique à la Loire. Tu vois là? C'est ce qu'il voulait être. Nous, en fait, là, elle va piquer là, hop, elle vient de piquer dans l'eau. Qui vient de piquer. Alors j'ai pas mes jumelles, je vois pas si c'est une sternonnette Là, ou une sterne de Pierre Garin. Non, c'est une Pierre Garin là, même sans jumelles. Avec le bec rouge. Oui. Plus que la sternonnette. La sternonnette, Comment elle volette là? on l'appelle l'hirondelle de mer aussi. Parce qu'elle a un peu les mêmes ailes que l'hirondelle. Et donc du coup, elle est migratrice, donc elle arrive... Elle est arrivée fin mars-avril à peu près par là. Et en fait elle va nicher sur les bancs de sable. Elle va nicher directement sur le sable. C'est pour ça que l'accès à certaines îles est interdit, pour protéger les œufs, pour pas les piétiner. Là on est encore sur la Vienne et on va passer sur la Loire. Elle arrive juste là sur notre droite. Et du coup on va se jeter dans la Loire. On le voit parce qu'il n'y a pas les mêmes courants. On a l'impression que la Loire elle arrive un peu plus vite, la Vienne un peu plus tranquillement et du coup là où elle se rencontre c'est c'est une zone qui est un peu calme en fait, où ça bouge pas trop. Et après si on continue en fait on voit normalement une différence de couleur entre les deux cours d'eau et cette différence on peut la voir jusqu'à loin, jusqu'à 15 km. En fait il lui faut du temps pour vraiment se mélanger, pour que les deux eaux se mélangent complètement. Quand on dit traditionnel, c'est des bateaux à fond plat, parce que ce qui permet d'aller sur des très faibles profondeurs d'eau. Nous, avec celui-là, on peut aller sur 50 cm d'eau à peu près, voire même un peu moins selon la saison des fois. Et du coup, ça permet, ces petits bateaux, d'avoir un groupe familial, en fait, où c'est plus facile d'être dans l'échange. On n'a pas besoin d'un micro pour se faire entendre des gens qui sont à l'avant, quoi. Donc c'est quand même, je pense, plus agréable un peu pour tout le monde. 50 cm, c'est quand le fleuve est vraiment très bas en fait. En fait, la Loire, elle a vraiment des périodes où les eaux sont très très basses et 50 cm, ça arrive très régulièrement en fait, d'avoir si peu. Et c'est pas forcément partout qu'il y a 50 cm, mais il y a des passages à 50 cm, donc il faut pouvoir les passer. Et en fait, traditionnellement, les bateaux, on avait beaucoup de bateaux de marchandises, des plus gros bateaux qui faisaient à peu près 3 fois la longueur de celui-là, donc une trentaine. Et ils étaient aussi à fond plat, mais comme ils étaient chargés de marchandises, ils avaient besoin d'un peu plus de fond. Et du coup, le fait qu'ils soient à fond plat, ils pouvaient naviguer à peu près la moitié de l'année. Et nous, il est chargé de marchandises, notre marchandise. c'est nous la marchandise, ça représente pas beaucoup par rapport à... Non, nous ça va. On peut aller sur Depuis le bateau, on observe la rive gauche et la rive droite. La rive gauche avec son patrimoine bâti majeur et la rive droite avec ses paysages entre forêts et plateaux cultivés. Bonjour. Vous pêchez? 5 minutes près, vous auriez vu un beau brochet. C'est vrai. C'est bien de pêcher la vue sur Caen, Montsoreau. L'environnement est merveilleux. Bonne journée. Merci. Tu pêches toi, Virginie? Non. Trop de patience. J'aime manger le poisson, mais pas le pêcher. On est sur un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, tout le Val-de-Loire est classé au patrimoine depuis les années 2000. Et du coup, depuis ça, l'intérêt, c'est que la Loire est considérée comme un fleuve qui est non navigable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien des voies d'eau, il n'y a pas le chenal n'est pas creusé, en fait. Et il n'y a plus de balisage. Il n'y a pas de balise pour indiquer qu'il faut aller de tel côté ou de l'autre.
on navigue officiellement à nos risques et périls. Et du coup, nous, on peut être aussi un peu plus tranquille. Ça évite que, comme sur le canal du Midi, on va avoir une navigation dans les deux sens toute la journée, tout le temps. Donc nous, on a quand même ça permet d'avoir cette atmosphère aussi plus nature. Ouais. Mais là, tu es en train de me dire qu'on navigue à nos risques et périls. C'est ça, exactement. Non, officiellement, on a le droit de naviguer. C'est autorisé, il n'y a pas de souci. C'est juste que il n'y a pas d'aide, on va dire, il n'y a pas d'aide extérieure pour nous aider à naviguer. La Loire, elle bouge tout le temps. Au fil du temps, elle bouge. Donc il faut apprendre à lire la rivière. En fait, il faut apprendre à lire. Tiens, ici, il va y avoir un banc de sable parce que ça fait des petits frisottis sur l'eau. Là, ici, il y a beaucoup d'eau, donc on peut naviguer tranquillement. Enfin voilà. Comme on la laisse tranquille, à toutes les saisons, elle change. En hiver, c'est sympa parce qu'il y a beaucoup d'eau et on voit plus facilement. On peut voir les castors en fin de journée, alors que en été, il y a moins d'eau et du coup on va voir d'autres choses. Donc ouais, ça a un petit peu tout le temps son charme. Autrefois, au XVIIIe siècle, on était quand même beaucoup plus nombreux parce que il y avait beaucoup de transport de marchandises. Il faut savoir que la Loire, elle fait donc 1000 km de long à peu près. Et comme elle a un vent dominant d'ouest, un vent qui vient de la mer, ça permettait de remonter le fleuve relativement rapidement. Ça pouvait prendre entre 2 semaines et 2 mois pour aller de Nantes à Orléans. Et du coup, ça permettait de transporter toutes les sortes de marchandises qu'on peut imaginer, aussi bien de la pierre, de l'ardoise, ou bien même du vin. Et la petite spécificité du vin, c'est qu'en fait, arrivé à Orléans, on le goûtait le vin, pour savoir s'il était bon ou pas. Parce que sur les bateaux, avec la pluie, avec tout ça, on savait pas trop s'il allait pas tourner. Et donc on le goûtait, et s'il tournait, on le mettait au vinaigrier. Et du coup, c'est comme ça, Orléans, c'est devenu la capitale du vinaigre. Et après, on dit que c'est à cause de la météo. On a aussi une autre petite hypothèse, c'est que du coup, les mariniers qui travaillaient sur les bateaux, ils aimaient pas trop boire de l'eau. Ils préféraient largement le vin, donc ils faisaient des petits trous dans les barriques. Ils buvaient un petit peu de l'eau de la barrique, du vin de la barrique, et ils remplissaient avec l'eau de la Loire. Donc forcément, arrivé à Orléans, il était pas terrible. Et donc beaucoup de vinaigre à Orléans. Donc beaucoup de vinaigre à Orléans. Et là, on arrive vraiment sur la pointe de Cande, donc à la confluence entre les deux. Et donc là, on va avoir une très très belle vue sur le village de Cande avec sa magnifique collégiale. Alors, c'est quand même un tout petit village, 400 habitants à peu près, et une collégiale, une église du coup vraiment vraiment imposante. Elle a 17 degrés, Elle est bonne. Et on observe très souvent, c'est les martins pêcheurs. Je sais que c'est souvent ce qui plaît énormément aux gens, c'est de voir un martin pêcheur parce que c'est un oiseau dont on entend parler. On sait qu'il est beau, qu'il est orange, qu'il est bleu, mais alors, quand on le voit pour de vrai et puis qu'on le voit passer vraiment juste devant le bateau comme une flèche, on l'appelle la flèche bleue par ici, c'est pas pour rien. Et ça plaît toujours aux gens, ça fait toujours ça fait un peu son petit effet quoi. Je crois que j'en ai jamais vu. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si t'as entendu, on vient d'entendre le martin pêcheur passer. Il va faire léger comme ça. Tu l'as entendu ? Je l'ai pas vu, non. J'ai découvert en fait la navigation il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant, où j'étais partie encadrer une colo sur la Loire. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'on s'y sent bien, on s'y sent vraiment bien sur l'eau, on se sent un peu libre. C'est là où j'ai rencontré mes premiers castors, où j'ai fait mes premières pêches, où on a mangé notre pêche, voilà. Ces premiers castors ? Mais il y en a eu combien ? Elle nous fait rêver là. Quand on m'a proposé si je voulais passer mon permis bateau et organiser ces sorties, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un peu le principe aussi de ces balades. Je trouve que c'est vraiment de faire une pause aussi un peu dans nos vies qui peuvent être un peu tout le temps à fond, tout le temps à 100 à l'heure. Au moins là, on est limité à 10 km/h, donc déjà on va pas trop vite. Et comme ça permet aussi de prendre son temps. Et nous y voilà. On marquera la dextérité de la pilote qui te pose pile poil à côté de marches qui font pas plus de 20 cm de long. Au début, je me suis dit, on est bien loin quand même. Tu nous as amenés. Non, j'ai l'habitude. Ça va. Merci pour ce beau voyage sur la Loire. On retourne sur la rive aux côtés de Leslie pour une balade crépusculaire à la rencontre de ces autres habitants de la Loire, castors, etc. Ils se font discrets, mais on va essayer de trouver des traces de leur présence. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Vous allez bien ? Alors, je m'appelle Leslie, je travaille à Loire Odyssée. C'est de l'autre côté, là, Saint-Mathurin-sur-Loire. Et ce soir, je vous propose une petite balade crépusculaire en bord de Loire, à la découverte d'un de ses habitants phares, le castor d'Europe. Et puis on va essayer de voir aussi d'autres personnages emblématiques. On va se balader tous ensemble. Vous êtes prêts pour l'aventure ? Oui. Ouais ? Eh bien allez, le chemin est par là, on y va. Allez, ils sont
sortie crépusculaire, c'est un temps un peu différent puisque nous, on a tendance à se dire on se calme, on se repose. Et finalement, la Loire, elle se calme pas tant que ça parce qu'il y a tout un tas d'autres animaux qui vont se réveiller, des insectes qui vont commencer à chanter, certains oiseaux qu'on voyait pas la journée qui apparaissent pour chasser ou autre. Donc finalement, c'est un temps différent. Alors après, il y a aussi une histoire de météo, hein, ça peut varier, on peut jamais prévoir qu'il y aura tel ou tel animal. Hein. Ils sont un peu comme nous, quand il fait froid ou venteux, ils se cachent. Mais bon, on a toujours une surprise quelque part. Le castor, c'est la star de la Loire. Il y a environ une famille tous les 4 km. Un petit jeu. Je vous le disais, là, le castor, donc il mange des plantes, enfin des arbres. Alors, il mange pas l'arbre en tant que tel, il va pas manger le bois. Attention, hein, ça c'est une erreur qu'on fait souvent. Les gens ils pensent que le castor grignote et mange le bois. Non, il va vraiment abattre l'arbre, ça oui, c'est sûr. Mais pour manger les feuilles, hein, il préfère se nourrir des feuilles quand même. Et les jolies feuilles sont tout en haut. Le castor ne sait pas grimper aux arbres. Donc il utilise ses dents pour les tronçonner, les abattre. Et ensuite manger ce qu'il a envie. Alors, on va essayer de retrouver le chocolat du castor. Ses 3 petites feuilles préférées. La feuille de saule, la feuille de peuplier, la feuille de fraise. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On part en chasse. Et alors, pour commencer, on va faire une facile. On va essayer de trouver le peuplier. C'est parti. On a trouvé. C'est bien. Eh ben oui, Voilà. c'est ça. Donc là, on va marcher un petit peu. Je vous fais marcher parce qu'on a repéré un chantier de castor. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un chantier? Non, ce n'est pas la hutte, c'est pas sa maison. Le chantier, c'est là où il débite des morceaux de bois, soit pour se nourrir, soit justement pour prélever des branches pour fabriquer sa hutte. Et vous allez voir, il a tronçonné finalement pas mal d'arbres sur le bord de la Loire. Alors, hop, regardez, on vient de découvrir un arbre taillé par le castor. On est sur le chantier du castor. Alors, on vient de quitter le petit chemin. Je vous ai amené secrètement à cet endroit-là. Et regardez son travail. Donc, on voit bien, il a tourné autour du tronc, il l'a taillé. Et l'arbre a fini au bout d'un moment par céder sous son propre poids. Puis paf, il est tombé. Donc là, vous pouvez même passer votre doigt, vous allez sentir le coup de ces incisives, ça fait un petit peu crénelé sous votre main. Donc en fait, là, on est sur ses traces. On est sur ses traces, on a découvert les preuves de son existence, en tout cas sur les bords de Loire. Est-ce qu'il est là toutes les nuits? Ça, je pourrais pas le dire. En tout cas, il va peut-être revenir, puisque là, le chantier, il a quelques jours. On voit des traces plus ou moins fraîches. Ça y est, on l'a trouvé, on est sur cette piste. On poursuit ses traces? On poursuit ses traces, on va voir si on trouve autre chose un peu plus loin. Ça marche. Et les castors, ils sont protégés. Pas le droit de les déloger, pas le droit de détruire leur habitat. Mais attention, on les confond souvent avec le ragondin qui lui est classé nuisible. Heureusement, Leslie nous explique comment mieux les reconnaître. Alors, un castor, en vrai, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait une grosse boule de poils, c'est très très gros. Donc je disais tout à l'heure, 25 kilos. Et la queue, surtout, c'est ça qu'il faut observer, il a une grande queue large et aplatie. À ne pas confondre avec un autre animal que peut-être vous avez déjà observé par chez vous. Je veux parler du ragondin. Le castor, si un jour vous avez la chance de le voir debout, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment très très gros. Ça peut faire jusqu'à 1 mètre quand c'est assis sur ses fesses dressées. 1 mètre, voire 1m10 les plus grands. Et puis 25 kilos, je suis sûre que c'est plus lourd que toi. Je sais pas combien tu pèses. Ah bah tu vois, le castor est donc plus gros que toi. C'est vraiment gros, on peut pas se tromper. Et vous allez me dire, mais dans l'eau, parce que dans l'eau, c'est pas simple de voir. Et bah dans l'eau, il y a une petite astuce pour les reconnaître. Comme le castor, il est très lourd, et bah ses fesses, elles coulent. Donc on ne voit que sa tête. Tête et dos, c'est ragondin. Que la tête, c'est le castor. Alors là, c'est le castor et le ragondin. Eh bien, on va rentrer, puis je vais vous parler d'autres animaux sur le chemin de retour. Je vais m'arrêter ici. Je suis contente de vous avoir fait découvrir un petit bout de Loire, un petit peu de ces animaux, de ces habitants. Il y en a bien d'autres à découvrir, n'hésitez pas à revenir. Peut-être la prochaine fois on parlera d'oiseaux, on en verra davantage. Et puis moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de continuer à être curieux et de continuer à faire plein de sorties nature. Merci.
pour les deux castors. Mais que pour le castor. La Loire ne s'endort jamais vraiment. Du matin au soir, elle est au centre de toutes les attentions. La Loire insuffle, la Loire inspire, la Loire intrigue. Elle inquiète aussi parfois. Mais une chose est sûre, tous la portent vraiment dans leur cœur. Merci à Léa, Leslie, Emmanuel, Guillaume et Virginie pour avoir partagé vos coups de cœur le long de la Loire. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Écho, écho, écho. Une journée au fil de l'eau.